Eh bien, salut Xavier! Ah bah bonjour Guilain, bonjour à tous. Alors ravi d'être là dans le jardin du presbytère. On le voit derrière, hein, le presbytère. Donc c'est le jardin de curé de Chédigny. C'est vraiment un jardin in situ, hein, puisque c'était l'authentique jardin du curé. On va faire un petit peu tout un travail dessus. Moi j'ai eu la chance de faire un livre, hein, sur ce jardin de curé avec Chédigny comme point d'appui réellement, puisqu'il y a ce jardin remarquable qui est là. Et donc on va s'apercevoir que jardin de curé, en fait, il y a un côté fantasmatique, vraiment, mais il y a un côté réel aussi. Peut-être que la première erreur qu'on fait tous, c'est qu'on parle du jardin de curé. Et c'est Florent Kellier qui nous rappelle que c'est pas un jardin de curé, mais des jardins de curé. Et on va voir, puisque il y avait des curés différents, il y avait des curés à Lille et à Montpellier, il y avait des évêchés riches et des évêchés pauvres, ça ne peut pas donner un jardin unique. Par contre, oui, ça donne un esprit tout à fait particulier, et on va faire un petit peu le tour de cet esprit du jardin de curé, et voir à quel point on n'a pas besoin d'être religieux pour s'inspirer du jardin de curé. Par contre, il y a une spiritualité derrière, mais est-ce qu'il n'y a pas une spiritualité dans tous les jardins finalement? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment mettre en valeur le côté spirituel de nos jardins, l'esprit en fait, véritablement. On va s'apercevoir que c'est complètement possible de s'inspirer du jardin de curé pour en faire quelque chose de très contemporain et finalement, très en lien avec nos attentes du XXIe siècle. En fait, c'est plus des vocations que des espaces. Effectivement, dans le jardin de curé, on retrouve se nourrir, se soigner, se réjouir et aussi un endroit pour se poser. On peut dire méditer, transmettre, etc. Donc on va voir que ces quatre espaces-là ne sont pas forcément distincts. L'ail, c'est une plante médicinale. Le tilleul, c'est une plante médicinale, par exemple. Néanmoins, on s'aperçoit souvent que le potager est un petit peu à part. L'espace fruitier, comme c'est des arbres, oui, c'est forcément un endroit qui leur est réservé. Après, ce qu'est le côté jardin bouquetier destiné à décorer l'hôtel, par exemple, jardin bouquetier avec quelques plantes médicinales dedans, pourquoi pas quelques plantes alimentaires, tout ça peut se mélanger. Alors, contrairement à une idée reçue, non, c'était pas le bazar, c'était pas le cirque, hein, c'était pas un joyeux fouillis, hein, c'était joyeux, oui, sans aucun doute. Mais de là à dire que c'était le fouillis, je ne suis pas complètement d'accord avec cette vision, même si, encore une fois, il n'y a pas un jardin de curé, mais des jardins de curé, ce qui est une formidable opportunité pour nous de nous en inspirer. Alors le jardin de curé, on a vu que c'était pas des espaces distincts, mais plutôt un mélange où on pouvait trouver des plantes qui permettent de réjouir, de se soigner, de se nourrir, voire de méditer ou de transmettre. Or, il y a un espace quand même qui est assez à part du reste du jardin, c'est l'espace nourricier, c'est le potager. Donc là, on voit par exemple les fèves, ici, qui nourrissent le sol et bien sûr celui qui cultive. On voit des pommes de terre, donc là on est là pour manger quand même. Se rappeler que le curé, il avait aussi quand même cette obligation, hein, de nourrir une tablée importante. Se dire que tiens, jardin de curé au pluriel, c'est pas le jardin de curé, c'est les jardins de curé. Ça c'est très très important. Et donc certains curés étaient à la tête de véritables petites exploitations maraîchères en fait, hein. Ils étaient très très complets, il y avait une vraie vente d'excédents et qui était un vrai rapport. La question qu'on se pose nous jardiniers, tiens, c'est au fait, quelle est mon obligation? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche une autonomie complète? Ça va pas être simple, c'est possible mais pas simple. Est-ce que je veux découvrir et faire découvrir à mes enfants ou petits-enfants, etc. Donc se dire que c'est la chance qu'on a, c'est pas un jardin de curé, c'est des jardins de curé. Alors là, on est dans un endroit super intéressant en fait, hein. On est dans la partie qui est plus bouquetière. Mais on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu près, que qu'est-ce que ça veut dire ornemental bouquetier? Le curé, il avait obligation de fleurir l'autel de l'église.
Voilà, donc il fallait qu'il sorte de la fleur, au mois de mai des fleurs plutôt blanches, etc. etc. Après, on s'aperçoit que tout se confond en fait. Moi, il y a une plante que j'aime énormément, on en a déjà parlé, hein, c'est le chardon-marie, avec ses stries blanches, plante médicinale s'il en est, hein, le Sibyllum marianum, que ceux qui suivent l'homéopathie connaissent bien, c'est lui. Mais c'est aussi une plante qui se mange, hein. On coupe le limbe et on le mange. C'est une plante absolument sublime, magnifique. Et c'est une plante qui s'appelle chardon-marie. En hommage à la Vierge Marie qui aurait allaité l'enfant Jésus à l'ombre d'une touffe de chardon-marie, se serait piqué le sein et voilà, du lait aurait coulé et expliquerait ces traînées blanches. Bon, outre qu'on peut se demander si c'est une bonne idée d'allaiter à proximité de chardon-marie, il y a un truc qu'on peut retenir en fait, et que moi j'ai voulu retenir dans ce livre, c'est quelle plante choisir. C'est vaste. Et en fait, je me suis dit que toutes les plantes qui ont un nom à connotation religieuse, en fait, c'était une trace d'antériorité de la plante. Une plante qui s'appelle chardon-marie, c'est pas une sélection horticole de la fin du XXe siècle, c'est sûr. Donc vous avez ici, par exemple, chardon-marie. Vous avez à côté le saule de Salomon, dont les racines sont médicinales, par exemple. Mais vous avez aussi à côté, tiens, comment distinguer les plantes alimentaires des plantes ornementales? Surtout que celle-ci, elle est alimentaire. On en a parlé avec Bernard Béraud. C'est la Tiboule de Saint-Jacques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est persistante. Même l'hiver, on a son feuillage vert. Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins l'emmenaient à Saint-Jacques pour lutter contre le scorbut. D'où sa présence ici. Alors, est-ce qu'on la cantonne au potager? Est-ce qu'on joue sur son feuillage persistant pour la ramener dans un parterre plus ornemental? Moi, je trouve que le choix qui a été fait de la mettre dans un parterre ornemental plutôt que la noyer presque dans le potager, c'est une super idée. Donc voilà, là on a une première partie bouquetière, on va dire. Je trouve le mot plus joli qu'ornemental. Hein. Bouquetière, et puis parce que c'était vraiment la fonction. La fonction était bouquetière, avec une obligation pour le jardin de curé d'essayer d'avoir des couleurs en harmonie avec les obligations religieuses. Hein. Le mois de mai, c'est le mois de la Vierge, et on est plutôt à fleurs blanches. Et on voit qu'ici, on a une dominante de fleurs blanches, hein, en fait. Hein. Même s'il y a quelques encolis bleus pour nous montrer que l'encolie, c'est quand même une plante assez sublime et qu'elle a largement sa place dans ce type de jardin. On va aller se déplacer maintenant sur les persistants et s'apercevoir que, bah oui, un jardin de curé, c'est des plantes annuelles, des plantes vivaces, mais aussi des arbres. Et parmi ces arbres, quelques persistants largement intéressants. Alors, voilà un de mes arbres préférés. On n'est pas du tout obligé d'avoir un jardin de curé. Hein. Moi, quand j'étais gosse, il y en avait un chez moi. Et par contre, il y a des caractéristiques du jardin de curé. C'est un des arbres à croissance les plus lentes et à bois les plus durs qu'on puisse avoir sous notre climat. Malheureusement, il est très souvent coupé en bordure et malade, etc. C'est le buis. Et on voit que le buis, c'est curieux, mais quand il est en arbre isolé, ben, il est beaucoup moins sensible à la pyrale. Moi, j'en ai isolé à la maison qui sont beaucoup moins sensibles à la pyrale. Alors pourquoi il y a du buis dans le jardin de curé? Ben, tout simplement parce qu'il y avait les rameaux. Et que vous ne pouvez pas acheter des rameaux de buis pour la célébration des rameaux. Donc on plantait du buis dans le jardin de curé, ce qui est une très bonne idée. Nous, dans nos jardins, d'avoir un arbre persistant qu'on peut laisser en port libre, comme ici, et qui en plus a une croissance lente. Tiens d'ailleurs, dans les croissances lentes, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans un jardin de petite taille, c'est qu'une croissance lente, souvent on peut en faire un taupière, c'est-à-dire qu'on peut lui donner une forme, et on sait qu'on ne va pas se faire déborder par un arbre ultra vigoureux. Et regardez derrière là-bas, on n'est pas du tout obligé de lui mettre une croix sur le dessus de la tête. Hein. Là, c'est parce qu'on est dans un jardin de curé et qu'on a voulu ramener un symbole religieux. Néanmoins, l'if, voilà un excellent succédané du buis.
qui supporte très très bien la forme en taupière, qui a une croissance vraiment tranquille. C'est un des bois les plus durs qu'on puisse trouver, et l'if était symbole d'immortalité puisque toujours vert, etc., etc. Donc vous voyez qu'un jardin de curé, c'est des plantes vivaces, c'est des légumes, c'est des plantes, on va revenir dessus, des plantes dites médicinales, mais c'est aussi des arbres, des plantes ligneuses, etc. C'est toute une harmonie en fait. Alors, on associe souvent jardin de curé, plantes médicinales, etc. Alors il est vrai que de nombreux curés, mais à l'image du chanoine Fournier par exemple, avaient une vraie connaissance très établie sur les plantes médicinales et puis qui participaient à des soins pour leurs paroissiens. Néanmoins, l'erreur qu'on commet en général, c'est de se dire on fait notre carré aromatique et médicinal. Ce qui n'a absolument aucun sens, et surtout pas pour un curé qui connaît en fait. Hein. Le curé par exemple, il sait très bien que dans les plantes médicinales, il y en a une excellente, c'est le tilleul. Et il sait que le tilleul, deux choses, la fleur, mais surtout l'aubier du tilleul. Alors un tilleul, c'est ça. Ça c'est le tilleul de l'Aiglon, il a été planté autour de 1820. Vous imaginez dans le carré d'aromatique ce que ça peut faire. Après, comme plante médicinale, on peut avoir la pulmonaire, elle est ici. Ça c'est de la pulmonaire. Mais la pulmonaire, qu'est-ce qui empêche la pulmonaire, qui est une plante médicinale, de se retrouver à côté de l'euphorbe qui est là? Je vous déconseille de vous faire une infusion du latex de l'euphorbe. Donc voilà, se dire que ce carré aromatique médicinal, il n'existe pas, mais qui nous ramène à l'idée de vocation du jardin de curé. Un jardin de curé a plusieurs vocations: nourrir, donc on l'a vu avec le potager, soigner, comme avec le tilleul, réjouir, célébrer, ça c'est plutôt le côté bouquetier. Et enfin, dernier aspect qu'on va aller voir maintenant, un endroit pour se poser, pour méditer. On va voir comment nous, de façon contemporaine, on peut recréer ce type d'espace. Alors on parlait d'espace nourricier, donc avec un espace plutôt potager, mais aussi des arbres fruitiers. Je ne dis pas que c'était que pour l'eau de vie, mais quand même, c'était bien agréable aussi d'avoir un petit peu d'eau de vie en plus des compotes. Alors vous voyez, très souvent, et ça c'est développé, ça demande un peu un temps de développement, il s'agit de formes jardinées, palmettes, double palmettes, palmettes verriers, etc., qui demandent quand même un petit travail, un petit savoir pour les tailler. À l'exemple, par exemple, de ce poirier Duchesse d'Angoulême, avec un truc intéressant sur Duchesse d'Angoulême, c'est qu'il y avait quand même les aristocrates étaient très pointus sur la botanique. Les premiers botanistes, il fallait avoir le temps, c'était pas quand tu étais paysan que tu pouvais être botaniste, étaient pointus sur la botanique, mais attention, nos curés fréquentaient aussi les aristocrates. Et là, attention, il y avait un réseau d'échanges et de savoir, d'autant que nos curés, ils savaient lire. Donc super intéressant. Pourquoi c'est intéressant dans nos jardins aussi? Parce qu'effectivement, c'est un tour de main à avoir pour la taille. Jean-Baptiste de la Quintigny, le responsable des collections fruitières et légumières de Louis XIV, disait: beaucoup de gens coupent et peu de gens taillent. Et il n'a pas complètement tort, il n'est pas facile ce monsieur. Et donc, néanmoins, apprendre à tailler des fruitiers en forme jardinée, ça nous permet, dans des petits espaces, des espaces contraints, souvent clos de murs en ville, les murs mitoyens avec le voisin, etc., de valoriser ces murs avec des arbres qui ont un faible encombrement et au mètre linéaire de branches, parce qu'en fait, le rendement de ces arbres fruitiers s'estime au mètre linéaire de branches. On dit qu'on a fait tant de kilos par mètre, etc. C'est super intéressant en fait, et ça permet sur des petits espaces avec un tour de main de taille effectivement qui s'acquiert, de valoriser tous nos espaces. Donc ce qu'on attribue traditionnellement au jardin de curé, c'est vrai qu'ils avaient un vrai savoir sur la taille fruitière, mais inspirons-nous-en pour nos jardins, parce que vraiment, je trouve que ça vaut la peine d'apprendre ce petit geste de taille. Alors déjà, quand je suis assis là,
Je trouve qu'il n'y a qu'un truc qui me manque, c'est l'auréole au-dessus. Je suis sûr que je porterai très bien l'auréole. Donc là, on est dans un espace très important du jardin de Curé. On en a un petit peu plus haut. C'est l'espace dit de méditation. C'est un endroit où on s'assoit, où on contemple, où on remercie, où on transmet. Si vous êtes religieux, on a le droit d'être religieux, bien sûr. Pourquoi pas mettre comme c'est prévu à Chédigny, il y a une niche pour mettre une statue de la Vierge. Si vous n'êtes pas religieux, vous voyez, là, il n'y en a pas. Et c'est très bien, ça n'empêche pas les oiseaux de se réjouir aussi. Mais très important, cette idée de pouvoir, à un moment, se poser, contempler, remercier et pourquoi pas transmettre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, alors un curé lisant son bréviaire et donnant des cours de catéchisme, on peut imaginer, expliquer un truc à nos enfants ou nos petits-enfants, on peut imaginer se reposer, et on va vraiment l'intégrer de façon très contemporaine. Alors qu'est-ce que c'est de façon très contemporaine? Le jardin, ça ne doit pas être une corvée, loin de là. Donc c'est un endroit pour se reposer à l'ombre. Si on aime boire un verre à l'ombre, on met une table. Si on a envie que nos enfants puissent jouer à l'ombre, on met un portique, il n'y a pas de problème. Encore une fois, il n'y a pas un jardin de curé, mais des jardins de curé. Bon, théoriquement, ils n'étaient pas censés avoir d'enfants, donc on ne devrait pas trouver de portique. Et alors, qu'est-ce qui nous empêche de le faire si c'est une façon d'être bien et de se réjouir dans son jardin? Alors effectivement, si vous faites un gerboland dans votre jardin, tout en plastoche, de toutes les couleurs et tout, oui, ça va dissonner. Mais on peut imaginer par exemple un joli portique, tout simplement. Il n'est pas du tout, c'est pas du tout un contresens avec le jardin de curé, avec, répétons-le, c'est important, avec les jardins de curé. Voilà, et on peut se réapproprier complètement ce type d'espace à condition de se rappeler qu'il y a 4 vocations: nourrir, soigner, se réjouir, célébrer, et aussi méditer ou prendre du temps. Voilà, c'est super important.